Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin est Jean-Pierre Raffarin. Bienvenue Jean-Pierre Raffarin. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Vous aussi, vous revenez de Chine. Vous avez été Premier ministre du président Chirac pendant plus de 3 ans. Au bout de la première année, vous étiez tous les deux au sommet de la perfection. Non, bien sûr, mais enfin on était quand même un peu plus élevé que l'exécutif actuel et donc il me semble que la situation était un peu plus apaisée qu'elle ne l'est maintenant. Et combien de temps faut-il à un Premier ministre pour trouver ses marques et à un président de la République pour maîtriser les institutions de la 5e ? Eh bien très franchement, la première année c'est la meilleure, donc je suis assez préoccupé pour la suite de ce gouvernement. On y reviendra. Je lis dans la presse avec, citation, « Une série de manifestations au mois de mai, le gouvernement affronte ses premières grandes épreuves. Sur fond de croissance en berne, de chômage en hausse, il lui faudra serrer les dépenses, contenir les déficits, réformer l'État, la sécurité sociale. L'épreuve de vérité approche. Vous vous souvenez du nom du Premier ministre ? Non, je ne m'en souviens pas. C'était vous il y a 10 ans. Ben écoutez, c'était en fait assez logique. C'était exactement les mêmes problèmes. Sauf qu'on était quand même dans l'opinion beaucoup plus élevée puisque le président de la République, Jacques Chirac, était le seul des présidents de la République au bout d'un an à avoir quelque chose comme 58% de popularité. Et à l'époque, vous savez ce que 58%, ça c'est ma fierté. Au bout d'un an, j'avais mis le président de la République en tête de tous les présidents de la 5e. Et à l'époque, vous disiez aucun remaniement n'est prévu, même s'il faudra renouveler évidemment le gouvernement au cours du quinquennat. Vous voyez ? Mais bien sûr. On a l'impression que l'histoire bégaye. Non, mais écoutez, la situation était très différente parce que notamment, il y avait à ce moment-là, un an après, il y avait la position que Jacques Chirac avait prise sur l'Irak et qui avait rassemblé les Français. Donc il y avait, je pense, des nuances assez différentes. Alors, la première année, ce sont les épreuves et la deuxième, les épreuves. Le problème là, c'est qu'on ne voit pas de progrès et on ne voit pas que les promesses ont été tenues. Il y a 4 grands échecs. Le premier échec, c'est naturellement le chômage. On devait inverser la courbe du chômage et depuis 22 mois, le chômage augmente. Deuxième échec, c'est les déficits. On devait les maîtriser, ils augmentent. Troisième échec, c'était la dette. On devait la faire baisser, elle augmente. Quatrième échec, c'est qu'on ne devait pas faire payer la classe moyenne en termes d'impôts. Et là, on est dans la folie fiscale, une forte de frénésie fiscale qui est assez préoccupante. 4 échecs qui avaient été des promesses et qui aujourd'hui plombent l'action du gouvernement. Est-ce que ça peut durer alors 5 ans, comme ça ? Je pense que de toute façon, ça ne pourra pas durer comme ça. Je pense que le président de la République devra clarifier ses orientations. Je pense que sa plateforme politique de 2012 est devenue aujourd'hui obsolète. Nous sommes dans une crise qui dure et j'attends de voir sa clarification en matière européenne. Il y a trop de sujets de confusion aujourd'hui. Le président doit clarifier le débat. Qu'est-ce que ça veut dire clarifier ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de sa majorité, entre vous et lui, dans le pays ? Je pense qu'il y a une forme de désordre, mais le plus grave, c'est peut-être le désordre de la pensée. Qu'est-ce qu'on fait dans l'année qui vient ? Qu'est-ce qu'on fait sur le chômage ? L'adversaire numéro 1, c'est le chômage. C'est ce qu'il dit aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et qu'est-ce que fait le gouvernement ? Surtout Alors, parce que la boîte à outils dont a parlé le président, c'est plutôt l'action gouvernementale qui doit la maîtriser. Jean-Pierre, enfin, la première année de François Hollande n'est pas terminée. Déjà, il cherche à rebondir, il corrige, il adapte. Vous avez vu qu'il réajuste des malentendus. Exemple hier, 300 entrepreneurs reçus à l'Élysée. Et apparemment satisfait, c'est peut-être le début d'une opération séduction, réconciliation, je vous ai compris, je vous aime, etc. Disons que c'est du rétropédalage, c'est pas mal, ça va dans la bonne direction, mais les messages qui ont été envoyés contre les entreprises, contre les entrepreneurs, ça va peut-être changer. Contre la dynamique, ça va peut-être changer. Peut-être, mais les dégâts ont été très importants en France et ailleurs. Et quand vous voyez le nombre de jeunes Français qui quittent la France parce qu'ils ne croient plus à l'avenir économique de la France, qui ne croient plus à la capacité entrepreneuriale dans ce pays, on se dit que ces gestes sont utiles, mais qui sont encore légers. On attend des mesures fortes, puissantes pour lutter contre... C'est-à-dire que vous voulez qu'il fasse la politique de la droite ? Je veux simplement qu'il se donne les moyens de ses objectifs, d'inverser la courbe du chômage. Moi, je peux vous dire comment on peut le faire, là, puisqu'on a un certain nombre d'orientations. Il faut se rapprocher de l'Allemagne au lieu de s'y opposer. Et il faut que tous les paramètres économiques, que ce soit la fiscalité, le social ou le budgétaire, que sur les 10 ans qui viennent, on harmonise l'espace franco-allemand. Donc plus d'Europe. La chancelière Merkel, en tout cas, n'est pas rancunière pour le moment. Elle garde sa confiance à Paris. Vous avez eu qu'officiellement, les délires du PS la laissent de marbre, mais c'est son parti qui est en colère. Est-ce que vous avez compris le PS, parti du président, vous ? Non, c'est une attitude, je dirais, nulle,
franchement, c'est au fond un désordre, là encore, de pensée. C'est au fond une situation un peu de pagaille à l'intérieur de la majorité. Mais ce qui est grave dans cette affaire, c'est qu'il y a un manque de lucidité sur la réalité allemande. Mais surtout, cette confusion dans la relation franco-allemande révèle l'absence de tout projet européen. C'est ça qui est grave. Parce que pour construire un projet européen, il faut l'accord avec l'Allemagne. Si on tourne le dos à l'Allemagne, on tourne le dos à Et l'Europe. vous pensez que le PS ne l'a pas compris? Il rend public. L'intégration, une seconde Jean-Pierre, Oui. l'intégration avec l'Allemagne, c'est le début de l'intégration européenne. Mais dans l'égalité Mais ou l'un à la traîne dans de l'autre? l'harmonisation. Et donc c'est pour ça qu'il faut se donner un plan, parce qu'on ne peut pas faire les choses très rapidement, on ne peut pas faire ça en 2 ans, 3 ans. Il faut se donner de la durée pour harmoniser l'ensemble de nos paramètres économiques, sociaux, Surtout que fiscaux Mme et Merkel budgétaires. va durer. Elle sera probablement réélue pour un 3e mandat. de toute Mais pourquoi façon, le PS peut-il se permettre de ce qu'il fait, à votre avis? Parce que le PS est politicien. Il n'a pas compris que la relation franco-allemande, elle dépasse la politique. La stratégie est plus haute que la politique. Mitterrand s'entend avec Kohl, Giscard s'entend avec Helmut Schmidt, Chirac est ami de Schröder. Ils sont les uns à droite, les autres à gauche. La relation franco-allemande, elle n'est pas une relation C'est pour ça que vous dites... Le PS n'arrive pas à dépasser sa culture partisane. Pour un gaulo-chiracien comme vous, la défense est importante, signe d'indépendance pour la 5e puissance mondiale. Est-ce que le livre blanc, qui n'est pas un livre noir, parce que nous l'avez dit, présenté hier par Jean-Yves Le Drian, donne à la France toutes les garanties de sécurité? Écoutez, pour être sérieux, il faut attendre la loi de programmation militaire qui va être présentée au mois d'octobre. Ce qui est annoncé, notamment en termes d'effectifs, c'est sans doute quelque chose qui va donner un coup au moral de nos forces, et donc c'est assez préoccupant. Je pense qu'on a, semble-t-il, sauvé les investissements. On avait mené une action forte au Sénat sur ce sujet, mais il est clair que les 24 000 hommes en moins dans nos forces armées, ça va sans doute démoraliser les équipes. D'autant plus qu'ils viennent après les 54 000 postes Absolument, supprimés par absolument. Fillon et Sarkozy. Et toute la réforme qu'avait engagée Jacques Chirac sur la professionnalisation de nos armées. Ce qui est caractéristique des socialistes, c'est que pour leurs difficultés budgétaires, ils font toujours de la défense une variable d'ajustement. Or, la défense n'est pas une variable d'ajustement, c'est un choix stratégique. Nous en parlerons demain matin avec Jean-Yves Le Drian qui sera ici en direct fin juin, début juillet. C'est pas le plus mauvais des ministres, lui. Ah oui, c'est même un des meilleurs. Il y aura un gouvernement remanié. Est-ce que c'est ce dont la France a besoin? Et est-ce que l'UMP serait prête à un gouvernement d'union nationale? C'est la mode, ça. Bon, c'est une mode caricaturale, et quand je vois qu'on fait des sondages sur les personnalités, qui sont toutes des personnalités qui ont voté d'ailleurs Hollande, et qui pourraient constituer un gouvernement d'union nationale, ça veut dire que l'union nationale se ferait avec des Hollandais, donc ceci est un peu caricatural. Le fond de l'affaire, ce n'est pas le gouvernement, c'est quelle politique? Il pourrait y avoir un jour un gouvernement d'union nationale si on était d'accord, par exemple, sur la TVA anti-délocalisation, si on était d'accord, par exemple, sur la réforme de la formation professionnelle. C'est un gadget. Un gouvernement, c'est pour mener une politique. Qu'est-ce qui serait utile aujourd'hui? C'est que le président de la République nous donne les 4-5 grandes réformes qu'il veut mener avant les élections municipales. Est-ce que vous pourriez lui dire oui? Mais s'il disait qu'il veut la TVA anti-délocalisation, s'il disait qu'il va baisser les charges des entreprises, s'il disait qu'il veut faire la réforme de la formation professionnelle, et s'il disait qu'il refait la TVA anti-délocalisation, à ce moment-là, on pourrait discuter. Vous voyez que l'affaire est sérieuse. C'est parce qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui de gouvernement d'union nationale, parce qu'il n'y a pas d'accord sur une politique de fond. Dans tous les 15 jours, il y a un sondage sur la présidentielle de dans 4 ans, comme disaient les Guignols. Nicolas Sarkozy serait en tête devant Marine Le Pen et François Hollande, devancé, serait éliminé au premier tour. Vous croyez à cela aujourd'hui? En tout cas, c'est un signal très très fort pour Nicolas Sarkozy et très très faible pour l'exécutif actuel. Parce que si Nicolas Sarkozy est fort, c'est que l'exécutif actuel n'est pas à sa place. On voit, d'une certaine manière, ils ne sont pas suffisamment puissants, ils n'occupent pas le terrain, ils n'ont pas la réalité. D'accord, mais ce serait Nicolas Sarkozy. Ni François Fillon, ni Alain Juppé, ni Jean-François Copé. Le meilleur atout, ce serait Sarkozy. Je suis un peu comme vous, Jean-Pierre Elkabbach. J'ai quelques expériences en politique. Je n'ai jamais vu cette situation où, au fond, quelqu'un de battu se trouve aussi fort dans l'opinion. Parce qu'en général, dans la vie politique française, c'est malheur aux vaincus. Là, il faut regarder les choses objectivement. Il est clair que l'électorat de Nicolas Sarkozy est resté fidèle à Nicolas Sarkozy, mais que l'électorat de François Hollande ne lui est plus fidèle. Et Marine Le Pen, le Front National, qui profite du climat actuel. Ils ont un boulevard devant eux. On va le voir d'ailleurs lors des manifestations demain 1er mai. Mais je pense démonstration de force.
force, sans doute. Il y a toujours des risques avec le socialisme qui nous amène le Front National. Et donc la seule façon de s'opposer au Front National, c'est d'avoir des candidats qui le devancent. Et c'est le cas aujourd'hui dans les sondages. J'ai envie de vous dire, vous étiez en Chine, vous accompagnez le président de la République. Est-ce qu'il a su trouver les mots et les gestes pour les Chinois, vos amis? Il a jeté les bases d'une vraie confiance. C'est, je crois, quelque chose d'utile. Il a donné les paroles qu'il fallait. Les Chinois ont réciproquement montré les signaux qu'il fallait. Maintenant, pour gagner cette confiance, il va falloir de la constance. Mais disons que cette étape a été franchie. Il n'avait jamais été en Chine. Il en était sans doute un peu stressé. Au fond, il a rassuré les Chinois, ce qui est une bonne étape. Maintenant, il faudra de la constance. Sur un farin chier, comme on dit là-bas. Hein? Ni hao à tout le monde. Merci Jean-Pierre Raffarin. Merci à vous Jean-Pierre Elkabbach. Demain, votre invité, vous l'avez dit. Jean-Yves Le Drian. Merci dans un instant, Natacha Polony sur Europe 1.